Le Qatar est représenté à la face du monde comme un véritable paradis sur terre. Les pétrodollars des dirigeants du Qatar ayant servi à faire surgir des villes hyper technologiques au centre du désert, entre deux chameaux et deux voiles de bédouins. Oui, le Qatar est partout. Il fascine. Ces princes, noblement vêtus, couverts d'or, installés dans des palais lumineux, phosphorescents, multicolores, ont quelque chose de tellement si flatteur que quand on parle du Qatar, les gens pensent, eh bien, à Doha, les gens pensent à Dubaï. Les gens pensent à tout le bonheur qu'il y a pour ceux qui ont un peu d'argent d'aller au Moyen-Orient dans les hôtels 5 étoiles, dans des plages artificielles, aller contempler les bolides de luxe de toute taille, contempler la richesse bédouine surgie du désert moyen-oriental par la magie du pétrole, transformée dès la fin des années 40 en dollars, à l'occasion d'un accord particulièrement pervers avec les États-Unis d'Amérique. Le Qatar, c'est un pays qui fait rêver, mais ça c'est la face du Qatar, côté face. Mais on va regarder l'envers du Qatar, c'est-à-dire son côté ténébreux, son côté pile, son côté sombre. Qu'est-ce que c'est que le Qatar? Mais c'est un pays qui s'est permis de se mêler de plusieurs conflits à travers le monde et d'y jouer un rôle directement militaire d'agresseur. Tenez, d'abord le Qatar, c'est le pays qui se permet d'organiser des négociations en faveur des groupes terroristes. Les terroristes d'Al-Qaïda qui dirigent actuellement l'Afghanistan ont négocié leur pouvoir avec les Américains sous l'égide des princes du Qatar. On a retrouvé le Qatar, soi-disant faiseur de paix, en République démocratique du Congo, où il prétend pouvoir arbitrer le conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, alors que le Qatar, qui est un allié de l'OTAN, et notamment des États-Unis, est notoirement placé derrière le Rwanda, son principal partenaire dans les Grands Lacs, qu'il contribue à armer contre la République démocratique du Congo, afin que le Rwanda lui permette de participer au pillage du sous-sol congolais. On retrouve le Qatar avec ses avions de guerre dans le saccage de la Libye en 2011. Le Qatar fait partie des pays du Moyen-Orient qui ont pris leurs militaires, leurs bateaux, leurs avions, qui ont pris des véhicules militaires pour atterrir en Afrique, détruire un pays africain, le pays africain qui était le plus avancé sur le plan socio-économique, la Jamahiriya arabe populaire socialiste libyenne du guide camarade Muammar el-Kadhafi. On dit souvent que c'est l'OTAN qui a tué Kadhafi. On oublie de dire l'OTAN avec ses alliés du Moyen-Orient, dont notamment le Qatar. Le Qatar s'est levé avec des avions, il a bombardé la Libye. Il a envoyé des troupes au sol pour accompagner les groupes terroristes Al-Qaïda et l'État islamique pour traquer et tuer Kadhafi. Le Qatar a opéré en bonne intelligence avec les États-Unis de Barack Hussein Obama, la France de Paul Stéphane Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha et la Grande-Bretagne et bien de David Cameron dans le grand saccage occidental de la Libye qui avait pour but non seulement de piller la Libye comme cela se fait aujourd'hui, après l'avoir morcelé et dépecé entre un gouvernement tripolitain et un gouvernement bengazien, mais il s'agissait à partir de la Libye d'organiser une invasion terroriste de tout le Sahel jusqu'au golfe de Guinée afin d'imposer aux États sahéliens et aux pays du golfe africain de Guinée la présence militaire occidentale. C'est le plan d'Obama, de Sarkozy, c'est le plan de Cameron, c'est le plan de l'OTAN pour maintenir l'Afrique dans une insécurité structurelle permettant de continuer le sempiternel pillage du continent le plus riche du monde, commencé notamment il y a 600 ans. Donc le Qatar que vous voyez est objectivement un État terroriste. C'est un État terroriste.
c'est un État qui est coupable non seulement du saccage de la Libye, mais qui est coupable de l'invasion terroriste d'Al-Qaïda et de l'État islamique dans tout le Sahel. Il est derrière la plupart des actions de déstabilisation menées contre l'Afrique et il est l'associé de l'OTAN dans toutes ces opérations. Voilà scientifiquement le visage caché du Qatar. Il y a le visage magnifique, le Qatar des milliards de dollars, le Qatar des princes en turban noir et en robe blanche, aux mains pures comme des anges, et il y a le Qatar, État terroriste. Le paradoxe dans cette affaire, c'est que les pays africains, dans leur écrasante majorité, voire dans leur totalité, n'ont pas traité le Qatar tel qu'il est. Les pétrodollars qataris aveuglent les dirigeants africains. Les investissements massifs du Qatar dans les lignes aériennes, dans un certain nombre de puits d'extraction pétrolière, et notamment dans le business de l'implantation de ces obédiences religieuses à travers le continent, toute cette générosité feinte, ce philanthropisme mesquin, ont aveuglé les dirigeants africains, au point qu'il n'y a, à ma connaissance, aucun pays africain qui ait rompu les relations diplomatiques avec le Qatar en raison de son rôle fondamental et central, comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs, dans le soutien au terrorisme qui ensanglante le continent. Or, il existe une loi, l'une des 7 lois cosmiques. Elle s'appelle la loi d'action-réaction. Selon cette loi que mes ancêtres les Bassa Bantous appellent Temb Nigne, ce que tu fais, te fait. Iyom umbon, ouais. Temb Nigne en Bassa veut dire retour à l'envoyeur. Cette loi est en accélération maintenant sur la planète, notamment grâce à l'accélération de l'information qui a été apportée par la révolution numérique. L'information circule maintenant pratiquement à la vitesse de la lumière, qui est la vitesse la plus élevée de l'univers, 300 000 km par seconde. Oh, qu'il est il est lointain. Le temps où pour avoir une information à Yaoundé, il fallait passer par Paris. Oh, qu'il est lointain le temps où pour passer un coup de fil à Washington, quelqu'un qui était placé à Douala appelait d'abord Paris. Puis Paris lui passait Washington en branchant le haut-parleur pour enregistrer la conversation entre celui qui est à Douala et celui qui est à Washington. Aujourd'hui, la révolution numérique a brisé le monopole de l'Occident sur les canaux d'information. Et la révolution numérique a brisé le contrôle mental de l'Occident politique sur la totalité des populations de la planète. Ainsi, l'univers tout entier sait, et l'humanité informée sait que le Qatar est un État terroriste. Partout sur la terre, les victimes du terrorisme regardent le tout-puissant créateur des êtres et disent que ceux qui nous font souffrir goûtent un peu, un jour, à ce qu'ils nous font souffrir pour savoir que ce n'est pas bon. Les enfants du bon Dieu ne doivent pas être traités comme des canards sauvages. Voici donc le Qatar, pays bichonné par l'OTAN, et qui en dernière date a offert un avion à 400 millions de dollars à l'actuel président américain Donald Trump. Voici le Qatar qui était sûr d'être un îlot de sécurité, d'être complètement aseptisé contre le terrorisme, puisque les terroristes, les chefs terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique sont logés au Qatar, ils vivent au Qatar, ils sont soignés au Qatar. C'est au Qatar qu'ils mènent leurs négociations, leur business des otages, leur business des territoires, leur business en bonne entente avec l'OTAN. Voici que le Qatar qui se croyait sanctuarisé, protégé, voici que le Qatar se retrouve dans un cas de figure extraordinaire. Dans la nuit d'avant-hier donnant à hier, l'armée d'Israël, une armée colonialiste, qui sème la terreur au Moyen-Orient depuis la création de l'État d'Israël en 1948, l'armée d'Israël a décidé de frapper le Qatar pour s'assurer qu'elle tuerait la totalité des dirigeants du mouvement palestinien du Hamas qui s'y réunissaient dans le but de négocier la paix.
Ainsi, le Qatar vient de connaître les bombardements terroristes de l'armée d'Israël. Le traitement que l'armée d'Israël réserve à Gaza, le traitement que cette armée réserve au Liban, le traitement que cette armée réserve à la Syrie, le traitement que cette armée a réservé à un moment donné même à l'Égypte, dans le cadre de la fameuse guerre de Yom Kippour, le traitement que cette armée réserve à l'Iran, c'est ce traitement qui vient d'être infligé au Qatar. Bien sûr, j'ai entendu plusieurs hypothèses sur l'attaque israélienne contre le Qatar, parce que Israël a revendiqué l'attaque. Israël ne s'en est pas caché. Israël a communiqué officiellement. Nous avons bombardé la capitale du Qatar à Doha parce que nous voulions tuer les dirigeants du Hamas. Arrêtons-nous devant l'acte reconnu et avoué par Israël. D'abord, Israël s'en fout du droit international. Il y a longtemps que le droit international ne signifie rien pour Israël. Le premier ministre israélien Netanyahou est sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale. Personne ne l'applique. Pourquoi? Parce que le lobby israélien est très puissant aux États-Unis et influence et même dirige la politique américaine d'un certain point de vue. Il y a un travail très intéressant d'un sociologue politique qui s'appelle Mearsheimer. Il a écrit un très beau livre sur le lobby juif américain. Il faut lire ce livre. Mearsheimer. Il explique comment la politique américaine aux États-Unis, vous ne pouvez pas gérer le pouvoir d'État si vous n'avez pas fait allégeance à ce lobby. Mearsheimer l'a prouvé. Le livre est là, c'est un livre bleu. Il est dans la maison ici. Si je regarde même bien, je pourrais vous le montrer. Le magnifique livre de Mearsheimer. Je regarde rapidement. Il est parfois nécessaire d'observer au-delà des apparences pour comprendre les dynamiques profondes du monde moderne. L'histoire récente de notre planète révèle que de nombreux pays sont présentés sous une image brillante, luxueuse et séduisante, alors qu'en arrière-plan se jouent des enjeux géopolitiques, diplomatiques et stratégiques d'une complexité immense. Dans cet univers où les nations rivalisent de puissance, de modernité et d'influence, certains États du Moyen-Orient sont souvent cités comme des modèles de transformation rapide, de richesse spectaculaire et de prouesse architecturale. Parmi eux, le Qatar, petit pays de la péninsule arabique, occupe une place incontournable dans le discours médiatique international. Ses infrastructures futuristes, sa visibilité sportive mondiale, ses investissements internationaux et sa diplomatie active lui confèrent une image de nation moderne, prospère et ambitieuse. Pourtant, pour plusieurs analystes et critiques politiques, l'image publique d'un pays ne suffit pas à comprendre l'ensemble des réalités liées à son influence, ses alliances et ses actions sur la scène internationale. C'est dans ce cadre que se situe l'analyse présentée, avec un objectif de réflexion citoyenne, critique mais respectueuse, afin de comprendre comment les perceptions globales peuvent parfois masquer des enjeux plus complexes. L'idée n'est pas de condamner ou de juger, mais d'inviter à réfléchir sur le modèle de représentation médiatique, sur la puissance de l'image et sur l'importance de développer une pensée autonome en Afrique. La chaîne Quelle leçon pour l'Afrique cherche précisément à éveiller la conscience collective en rappelant que, dans ce monde globalisé, rien ne doit être observé uniquement à partir de l'apparence. L'Afrique a trop longtemps été le continent qui regarde, admire, espère, copie, mais n'analyse pas suffisamment les conséquences des relations internationales et des alliances stratégiques. Le débat sur le Qatar n'est donc pas un débat contre un pays, mais plutôt une ouverture intellectuelle pour comprendre comment certains États parviennent à unir diplomatie, influence, stratégies économiques, actions sécuritaires et communication mondiale afin de se positionner au cœur des décisions géopolitiques. Lorsque l'on évoque le Qatar, l'imaginaire collectif s'oriente naturellement vers les gratte-ciels lumineux, les hôtels de luxe, les stades modernes accueillant les plus grands événements sportifs, les investissements culturels, les compagnies aériennes prestigieuses et la richesse spectaculaire issue des ressources énergétiques. Cette image impressionnante alimente un discours admiratif, parfois même envieux, et offre l'exemple d'une nation qui a su transformer un territoire désertique en un symbole mondial de réussite économique. Cependant, il existe des analyses qui soulignent que, derrière cette vitrine prestigieuse, se trouvent des stratégies politiques, diplomatiques et militaires qui méritent d'être observées avec attention. Pour certains observateurs, le Qatar joue un rôle actif dans plusieurs dossiers internationaux, particulièrement dans les zones de conflit, à travers des positions diplomatiques, des médiations ou des partenariats stratégiques complexes, parfois contestés ou débattus sur la scène mondiale. Dans ce contexte, il est essentiel de rester prudent, nuancé et documenté. Les relations internationales sont rarement simples, et il serait réducteur de qualifier un pays uniquement à travers ses actions isolées ou ses alliances spécifiques. Cependant,
Lorsque des critiques apparaissent sur la place publique, il est légitime pour les peuples, y compris africains, de s'interroger sur les motivations, les conséquences et les impacts possibles sur le continent. En effet, de nombreux analystes estiment que certains pays, dont le Qatar, jouent des rôles multiples dans les conflits ou processus diplomatiques en Afrique, soit par la médiation, soit par les investissements, soit par les partenariats stratégiques. Ces interrogations méritent une réflexion profonde, non pas pour accuser, mais pour comprendre, anticiper et défendre les intérêts africains dans le respect du droit international et du dialogue entre nations. Pour aborder cette réflexion avec lucidité, il est nécessaire de comprendre que l'image d'une nation n'est jamais uniforme. Elle peut être perçue différemment selon qu'elle vient de la population locale, des médias internationaux, des partenaires économiques, des analystes géopolitiques ou encore des populations directement touchées par les alliances et les interventions globales. Certains commentateurs affirment que le Qatar, en plus de son image de nation prospère et moderne, serait parfois associé à des stratégies diplomatiques et sécuritaires contestées dans certaines régions du monde. Ces perceptions, qu'elles soient exactes ou exagérées, interrogent sur la manière dont les relations internationales influencent non seulement les décisions politiques mondiales, mais aussi la stabilité de continents entiers, dont l'Afrique. En observant ces débats, quelle leçon pour l'Afrique veut encourager les peuples africains à développer un sens critique qui ne rejette pas systématiquement ce qui vient de l'extérieur, mais qui ne s'y soumet pas non plus par admiration, émotion ou besoin immédiat de financement. En analysant de telles déclarations, il est important de rappeler que la diplomatie mondiale est faite d'intérêts multiples, parfois convergents et parfois opposés. Certains pays décident d'investir massivement à l'étranger, notamment en Afrique, afin de renforcer leur image, sécuriser leur influence, favoriser leurs intérêts économiques ou participer à des initiatives de développement. D'autres observateurs émettent l'hypothèse que certaines puissances étrangères pourraient également intervenir dans des processus politiques ou sécuritaires dans le but de défendre leurs intérêts géostratégiques. Ces débats s'inscrivent dans un contexte global où chaque État cherche à consolider sa place sur l'échiquier mondial. Dans ce cadre, il est crucial pour l'Afrique de comprendre les mécanismes géopolitiques qui façonnent le monde, non pas par méfiance excessive, mais par intelligence stratégique et maturité diplomatique. Le véritable pouvoir ne naît pas de la suspicion, mais de la connaissance et de la capacité à négocier de manière éclairée. Plusieurs analystes rappellent également que des nations comme le Qatar, du fait de leurs ressources énergétiques et financières considérables, ont pu jouer des rôles importants dans différents conflits ou négociations internationales. Certaines sources médiatiques et politiques affirment que ce pays aurait été impliqué dans des processus complexes au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans certaines zones d'Afrique centrale ou subsaharienne. Toutefois, il est fondamental de préciser que ces informations proviennent de discours, d'interprétations et de témoignages divers, souvent issus de milieux politiques, militaires ou médiatiques qui ne partagent pas tous les mêmes objectifs ni la même neutralité. L'analyse responsable nécessite donc prudence, contextualisation, vérification des sources et compréhension globale, ce que la chaîne Quelle leçon pour l'Afrique souhaite transmettre à son public. L'Afrique, dans sa quête de développement, se trouve régulièrement au centre des intérêts internationaux en raison de ses richesses naturelles, de son potentiel démographique, de ses terres agricoles, de ses ressources énergétiques et de sa position géostratégique. Cette réalité attire des investisseurs venus d'Asie, d'Europe, des Amériques et du Moyen-Orient. Certains projets peuvent véritablement contribuer au développement, comme les infrastructures, l'éducation, les partenariats industriels et les initiatives humanitaires. Cependant, il est aussi important d'observer les enjeux de souveraineté, d'indépendance économique et de contrôle des ressources. L'un des enseignements majeurs que l'Afrique peut tirer de ce type d'analyse est la nécessité de se doter de dirigeants capables d'évaluer chaque partenariat sur la base de 3 critères fondamentaux: l'intérêt national, le respect mutuel et la durabilité socio-économique. Quelle leçon pour l'Afrique rappelle qu'un partenariat sans vision stratégique peut sembler bénéfique à court terme, mais se révéler coûteux à long terme si les intérêts essentiels du continent ne sont pas protégés. Le monde contemporain avance à une vitesse extraordinaire. L'évolution technologique, l'intelligence artificielle, l'économie numérique, la cybersécurité, l'éducation moderne, la recherche scientifique et la gestion écologique constituent désormais le socle du développement. Pendant ce temps, des millions de jeunes Africains aspirent à l'emploi, à l'émancipation, à la dignité, à la sécurité alimentaire, à la justice sociale et à une gouvernance transparente. Quelle leçon pour l'Afrique encourage chaque citoyen à comprendre que les enjeux internationaux doivent être observés non pas comme des spectacles lointains, mais comme des signaux importants. Tout pays qui s'intéresse de manière insistante au continent africain doit être analysé dans un cadre diplomatique équilibré. L'Afrique doit rechercher des alliances ouvertes,
mais structurée, capable d'apporter un bénéfice concret aux populations et non uniquement aux élites politiques ou aux acteurs économiques extérieurs ou internes. Une autre leçon essentielle concerne la manière dont le continent doit percevoir la question de la sécurité. Les crises en Afrique, qu'il s'agisse de conflits internes, de tensions frontalières, d'instabilité politique ou d'enjeux liés à des groupes armés, ne doivent pas être gérées uniquement par des forces extérieures. De nombreux observateurs soulignent qu'une sécurité durable repose d'abord sur l'unité régionale, la coopération entre États africains, l'éducation civique, l'emploi des jeunes et la maîtrise des ressources. Quelle leçon pour l'Afrique défend l'idée qu'aucune solution solide ne peut être importée si elle n'est pas soutenue par une volonté collective interne, basée sur la justice, la transparence, la mémoire historique et la participation citoyenne. Dans l'analyse de la communication moderne, un point essentiel soulevé dans les débats internationaux concerne la circulation de l'information. Aujourd'hui, les populations ne dépendent plus exclusivement des médias traditionnels. Internet, les réseaux sociaux, les plateformes indépendantes, les documentaires et les publications citoyennes permettent une pluralité d'opinions. Cette transformation est une opportunité unique pour les Africains. Elle crée la possibilité de se former, d'enquêter, de se documenter, de comparer les sources et de développer leur propre lecture du monde. Les Africains ne sont plus obligés d'adopter les visions politiques étrangères ou les récits médiatiques dominants. Ils peuvent désormais construire leur propre narration, basée sur leurs expériences, leurs réalités, leurs aspirations et leur dignité. Qu'il s'agisse du Qatar ou de tout autre acteur international, l'enjeu n'est pas de s'aligner sans réflexion, mais de comprendre, analyser et décider avec maturité. À travers cette analyse, quelle leçon pour l'Afrique propose une démarche intellectuelle qui dépasse les émotions et s'appuie sur la sagesse stratégique? Lorsque des déclarations publiques soulèvent des interrogations concernant des investissements étrangers, des relations diplomatiques, des médiations internationales ou des présences militaires extérieures, l'Afrique doit se poser 3 questions essentielles. Quel est l'intérêt? Quels sont les risques? Quelles sont les retombées pour les populations? Le véritable défi n'est pas de refuser le monde ni de s'en isoler, mais de s'y positionner avec intelligence, dignité et responsabilité collective. Dans cette phase finale de notre réflexion, il devient crucial de rappeler que l'avenir de l'Afrique ne dépend pas uniquement des décisions des dirigeants, ni des actions des puissances étrangères, ni des investissements extérieurs. Il repose avant tout sur la capacité des citoyens à comprendre, analyser et agir de manière consciente et collective. La souveraineté et la prospérité ne peuvent être imposées de l'extérieur, elles se construisent à travers l'éducation, l'engagement civique, la collaboration régionale et l'innovation responsable. Quelle leçon pour l'Afrique rappelle que chaque individu a un rôle à jouer, qu'il s'agisse de participer à des initiatives locales, de s'informer sur les enjeux internationaux, de soutenir des projets communautaires ou de s'impliquer dans la vie publique. La mobilisation citoyenne n'est pas seulement un droit, elle est une responsabilité et un acte de patriotisme éclairé. Les leçons tirées des relations internationales montrent que la vigilance est indispensable. L'histoire du continent regorge d'exemples où l'absence de contrôle sur les alliances ou la dépendance excessive à des partenaires extérieurs a conduit à des déséquilibres économiques, à des tensions sociales et à des pertes de souveraineté. Mais ces expériences doivent être perçues comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des fatalités. L'Afrique dispose aujourd'hui de tous les outils pour agir différemment. Une jeunesse nombreuse et dynamique, un accès rapide à l'information, des ressources naturelles abondantes et une diaspora engagée capable d'apporter compétences et perspectives nouvelles. La clé réside dans la combinaison de la connaissance, de la prudence stratégique et de l'action collective. C'est cette approche qui permet de transformer les défis en opportunités et de bâtir un continent capable de tracer sa propre trajectoire. L'éducation, dans ce contexte, est un levier fondamental. Elle ne se limite pas à l'acquisition de connaissances théoriques, mais englobe le développement de l'esprit critique, de la curiosité intellectuelle, de la capacité à analyser des situations complexes et à anticiper les conséquences des décisions. Les jeunes générations africaines ont la possibilité unique d'apprendre non seulement des erreurs du passé, mais aussi des expériences internationales, en identifiant ce qui peut être adapté aux réalités locales. Quelle leçon pour l'Afrique insiste sur l'importance de cultiver une éducation intégrale qui combine savoir académique, valeurs éthiques, compétences pratiques et conscience civique. Cette approche permet de former des citoyens capables de participer activement à la transformation du continent, de protéger ses intérêts et de contribuer à la construction d'une société juste et équilibrée. Parallèlement, la technologie et la communication numérique jouent un rôle déterminant dans la montée en puissance de la participation citoyenne. L'accès à l'information, la possibilité d'échanger des idées, de créer des contenus éducatifs et de développer des projets innovants sont désormais à la portée de tous. Cependant, cette liberté implique une responsabilité.
vérifier les sources, réfléchir avant de partager, éviter la diffusion de contenus manipulatoires et promouvoir le dialogue constructif. La révolution numérique est un instrument de libération et de progrès, mais elle doit être utilisée avec discernement. Les Africains peuvent ainsi s'affranchir de la dépendance aux récits extérieurs, construire leur propre narration et influencer de manière positive les politiques locales et internationales. La coopération régionale constitue un autre pilier essentiel pour un avenir harmonieux. L'Afrique possède des structures régionales, telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union africaine et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, qui peuvent servir de plateforme pour négocier, coordonner et renforcer les initiatives locales et continentales. Ces instances permettent de développer des stratégies collectives, de résoudre les conflits de manière pacifique, de promouvoir le commerce intra-africain et de garantir une meilleure autonomie face aux pressions externes. Quelle leçon pour l'Afrique souligne que la solidarité entre États africains, combinée à la participation citoyenne, crée une force durable capable de défendre les intérêts du continent dans un monde interconnecté. L'innovation, scientifique, technologique et culturelle, est également un moteur de transformation. Les initiatives locales en matière d'agriculture durable, de technologie propre, d'économie numérique, d'énergie renouvelable et de santé publique démontrent qu'il est possible de créer des solutions adaptées aux réalités africaines tout en s'insérant dans un contexte global. Encourager les jeunes à entreprendre, à expérimenter, à proposer de nouvelles idées et à collaborer au niveau continental permet non seulement de renforcer l'économie, mais aussi de favoriser l'émergence d'une identité africaine autonome et fière de ses capacités. Chaque projet mené avec rigueur, éthique et vision stratégique devient un exemple de réussite et un modèle à reproduire, inspirant ainsi d'autres initiatives positives. La culture et la mémoire historique jouent également un rôle fondamental dans la construction d'une conscience collective. Connaître son passé, comprendre les expériences des ancêtres, tirer des enseignements des succès comme des échecs, et valoriser les richesses culturelles locales permettent de renforcer la résilience, l'identité et l'unité du continent. Quelle leçon pour l'Afrique invite à voir dans chaque événement, chaque relation internationale et chaque défi interne une opportunité de réflexion et d'action. Cette approche, basée sur la lucidité et l'esprit critique, permet de transformer la connaissance en puissance, la réflexion en stratégie et l'engagement individuel en transformation collective. Enfin, la troisième partie de cette analyse s'achève sur une note d'espoir et de responsabilité. L'Afrique n'est pas condamnée à la dépendance ou à l'incertitude. Elle possède les ressources humaines, intellectuelles et culturelles nécessaires pour devenir un acteur majeur de la scène mondiale. Mais cet avenir ne se réalisera que si chaque citoyen, chaque institution et chaque communauté choisissent de s'informer, d'agir avec discernement, de collaborer et de promouvoir des initiatives constructives. Les leçons tirées des expériences internationales, des alliances, des partenariats et des interventions doivent inspirer la prudence, la stratégie et la vision à long terme. Quelle leçon pour l'Afrique conclut que l'avenir du continent dépend de la sagesse collective, de la vigilance constante et de l'engagement de tous à construire un monde plus juste, plus stable et plus prospère pour les générations présentes et futures. L'appel final est simple, chaque citoyen africain, par sa réflexion, ses choix et son action, peut contribuer à transformer le continent. S'informer, analyser, débattre, proposer, collaborer et agir de manière éthique sont les véritables leviers de l'émancipation et de la souveraineté africaine. L'espoir n'est pas un sentiment passif, il est le moteur de la responsabilité et de l'engagement. L'Afrique peut se relever et se renforcer, non pas en attendant que le monde décide pour elle, mais en s'appuyant sur ses propres forces, sa culture, son esprit créatif et la volonté inébranlable de ses citoyens de bâtir un avenir digne, autonome et harmonieux.